Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Salut Damien, Salut, ça va? Bah oui, je suis pas mécontent de vous retrouver non plus. Bah moi aussi, écoutez, on est mardi aujourd'hui, on commence bien la semaine. Notre invité du jour est un spécialiste du ballon rond et plus précisément du PSG, figure incontournable de la chaîne L'Équipe. Il sera au cœur de plusieurs grands événements au cours de la saison. On va en parler avec lui tout de suite au Buzz TV. Giovanni Castaldi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Vous intervenez régulièrement dans L'Équipe du soir avec Olivier Ménard pour parler foot, PSG, et vous arborez une nouvelle casquette en cette rentrée. Il m'en manquait. Celle d'envoyé spécial de l'Équipe de France. Alors, pour commencer, en quoi consiste ce rôle? Vous allez passer le plus clair de votre temps à Clairefontaine, là, si on comprend bien. Exactement, au vert, en forêt, ça va être très sympa, au plus près de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé. Bon, le rôle, c'est un suivi quotidien de l'Équipe de France durant les rassemblements. Et là, la mission, c'est évidemment la Ligue des Nations qu'on diffuse sur la chaîne L'Équipe. Et puis, la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Donc, c'est un beau programme. Ouais. Et comme vous avez effectivement en partie les droits de la Ligue des Nations, est-ce que ça veut dire que vous avez accès à des joueurs auxquels vous n'aviez peut-être pas accès avant? Vous avez des droits exclusifs aussi en termes d'interview? Tout est une question d'argent. Bah oui, vous savez, non, mais oui, effectivement, on a un lien un peu plus privilégié. Alors, on n'est évidemment pas au niveau de TF1 ou d'M6 qui sont les diffuseurs de manière quotidienne avec notamment TF1 Téléfoot, mais on a des accès privilégiés. Il y a les entretiens exclusifs sur la chaîne L'Équipe, notamment de joueurs et de Didier Deschamps qui nous consacrent pas mal de temps. Donc, c'est très agréable de travailler dans des conditions comme ça. Ça change du Paris Saint-Germain. Allez, une petite question d'actualité pour vous mettre dans le bain direct. On a appris la semaine dernière la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Ça vous a étonné, vous, à titre personnel, Giovanni? Totalement. Honnêtement, je suis tombé de ma chaise parce qu'Antoine Griezmann l'a dit juste après l'Euro, il avait l'objectif de faire cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. C'est un malade des States en plus, Antoine Griezmann. Il a vraiment cette culture-là, donc ça m'a énormément surpris. Après, en revanche, par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans pour Antoine Griezmann en équipe de France, je comprends et respecte totalement sa décision parce que le fait de ne pas avoir été capitaine des Bleus, ça lui a mis un coup au moral. Il y a beaucoup de ses potes qui sont partis à la retraite, Olivier Giroud, Hugo Lloris, Paul Pogba, bon, pas vraiment retraité encore, mais suspendu, Raphaël Varane. Donc voilà, c'est... Et physiquement, il paraît qu'il est fatigué, c'est un petit gabarit. Et il a beaucoup tiré sur la corde, paraît-il. Moi, je sais pas, j'écoute les experts. Il est encore en Cannes à l'Atlético de Madrid, tout va bien. Non, je pense que c'est plutôt... on en parle peu pour les footballeurs, mais il y a parfois une forme d'usure mentale. Voilà, et je pense qu'il se retrouvait parfois pas trop dans ce groupe-là. C'est une nouvelle équipe, c'est vraiment l'équipe de Kylian Mbappé et il était un peu entre les deux et voilà, il a décidé de prendre du recul. Moi, en tant qu'amoureux de foot, je suis évidemment très triste parce que c'est un joueur magnifique, c'est un joueur unique qu'on n'a pas en bleu, donc voilà, il va nous manquer. Mais il quitte effectivement son maillot bleu au sommet de sa gloire, donc quelque part c'est bien. Au sommet, il n'a pas fait un grand Euro malheureusement, mais bon, il restera l'homme de 2018 qui a apporté la 2e étoile à l'équipe de France. Il a fait plusieurs fois des podiums de Ballon d'Or. Oui, c'est le meilleur passeur de l'histoire des Bleus, il a été exceptionnel. Et vous avez les coulisses du coup de fil à Didier Deschamps, le jour où il l'annonce? Alors on était en visio tous les 3, effectivement. Non, pas du tout. Non, mais disons que je pense que le staff de l'équipe de France également s'y attendait pas. Il a prévenu de manière un petit peu tardive. Seule sa sœur Maud, qui s'occupe également de sa carrière, était au courant. Donc le détail, non. Ça a été compliqué récemment avec Antoine Griezmann, entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps, mais il y a quand même un respect et un passé commun qui font que, voilà, d'ailleurs le communiqué du sélectionneur est très propre parce qu'il adore ce joueur. Cordial, ouais. On va poursuivre la conversation avec vous, Giovanni Castaldi. Vous voyez, on a plein de questions à vous poser sur l'actualité foot. Vous m'avez pas encore appelé Benjamin, déjà, c'est bien. Non, mais pas ici. On verra tout à l'heure. Il reste encore 20 minutes. Je ne parie pas. C'est tout de suite les news médias de Damien Canivez.
On commence, Damien, avec celui qui s'installera officiellement dans le fauteuil de Joker sur TF1. Exactement, la première chaîne a officialisé mercredi dernier l'identité de celui qui succédera à Julien Arnaud dans le costume de Joker du journal télévisé de 20h. Et c'est Jean-Baptiste Boursier, figurez-vous, qui a convaincu la direction du groupe TF1. Ce journaliste est pour rappel chaque jour aux commandes de la matinale de LCI depuis 1 an. Et il a été l'un des visages phares évidemment de BFM TV, où il a non seulement porté plusieurs tranches, mais également présenté des journaux d'information. Et s'il ajoute désormais à son arc la corde de remplaçant de Gilles Boulot, eh bien c'est parce que Julien Arnaud a décidé de rejoindre il y a quelques semaines France 2 pour animer Télématin aux côtés de Flavie Flamand. Alors Giovanni, on vous connaît dans le sport évidemment, mais est-ce que vous orientez vers l'actualité générale, vous tenterez de devenir présentateur de JT sur une chaîne info par exemple ? Présentateur de JT, je sais pas. Parce ou que d'une tranche. Mais en revanche, avoir une émission, un talk, moi honnêtement, talk à présenter, je trouve que c'est fantastique, c'est vraiment... vous le faites de temps en temps, vous remplacez Olivier exactement, Ménard. Mais dans le DS, et je prends beaucoup de plaisir, donc oui, ça me ferait évidemment plaisir. On poursuit, Damien, avec un échange tendu entre Luis Enrique et une journaliste. Oui, ça, je suis sûr que vous n'avez pas manqué cet échange, Jean-Pierre Castaldi, pardon, Giovanni. Voilà, Bisous, papa. Bisous. On l'embrasse, évidemment. C'est vrai que c'est un dialogue à sens unique que l'on a tous pu observer. C'était mardi 1er octobre sur Canal+, juste après la défaite du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des Champions. L'entraîneur du club de la capitale s'est présenté au micro de la journaliste Margot Dumont et a refusé de répondre à une première question sur l'absence d'Ousmane Dembélé dans l'effectif parisien. Elle a ensuite voulu décrypter la stratégie du coach et l'a interrogé sur son cadre tactique. Là encore, elle a fait chou blanc et n'a récolté que du mépris de la part du coach parisien. Je le cite, « Je n'ai aucune intention de m'expliquer, d'expliquer même ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. » Alors après, reste à savoir si ces propos visaient directement Margot Dumont ou bien si cela visait la presse en général. Votre analyse, Giovanni, sur la séquence ? Il n'aime pas du tout les journalistes, ça on le sait. Il venait de... Clairement, le PSG s'est bien fait taper à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Lui-même a pris une belle leçon tactique de la part du coach Mikel Arteta en face. Je pense qu'il était tout simplement agacé. Moi, ce que je déplore et ce qui m'agace dans ce type de comportement, c'est que, notamment dans ce cas-là, l'interview de Margot, on est juste après la rencontre. Là, le journaliste, c'est pas une question polémique. Je veux dire, Margot, elle est juste là pour demander au coach d'expliquer ce qui s'est passé sur le terrain. Et en fait, ces moments-là, ils sont importants pour les amoureux de foot, les fans du PSG notamment, à ce moment-là. Et en fait, quand les entraîneurs font ça, et plus particulièrement Luis Enrique, en fait, il n'aime pas les journalistes, mais c'est pas nous qui pénalisent. C'est les amoureux de football, c'est le grand public. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a parfois les acteurs du foot, et là, je parle pas des acteurs sportifs, mais en général, les acteurs du foot oublient quand même que c'est important de dialoguer avec les gens qui les regardent parce que c'est essentiel d'avoir ce lien-là. Et j'aurais espéré que les JO auraient fait du bien par rapport à ça, quand on voit le comportement des athlètes qui ont été très ouverts, qui ont joué le jeu, et quand on voit l'engouement que ça a créé, parfois le foot est un peu auto-centré et se coupe des gens. Ouais, vous êtes déjà tombé sur un mauvais client comme ça ? À ce point-là, non, jamais. Non. Mais par contre, Luis Enrique, je l'ai souvent en conférence de presse et quand il veut pas répondre, il veut pas répondre. Il est comme ça. D'accord. Bon, on termine ces infos, Damien, avec le chiffre du jour. Vous avez choisi 12 000. Oui, c'est la somme en liquide que Sacha Elbaz a affirmé avoir remporté dans un casino. Il est pas malheureux au jeu, apparemment. Alors, ce chroniqueur de TPMP a évoqué cette grosse somme d'argent à la fin du mois de septembre dans l'émission de Cyril Hanouna. Et seulement quelques jours plus tard, plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans son appartement situé en région parisienne et l'ont complètement ravagé, selon les informations de Reda Bellage, qui est le porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Il ajoute que les voleurs sont restés très peu dans son logement. L'enquête est en cours et elle déterminera si oui ou non la séquence sur le casino diffusée dans Touche pas à mon poste a ou non, oui ou non, un impact, en tout cas a été la conséquence et peut-être la cause même de ce cambriolage. Bon, un cambriolage, c'est toujours un traumatisme. Vous avez déjà vécu ce type d'expérience, Giovanni ? Cambriolage, non. Ma petite sœur a eu une expérience dramatique par rapport à ça où elle a été... elle a été... Enfin, je ne veux pas trop raconter parce que c'est sa vie privée, mais elle a eu une expérience par rapport à ça qui l'a traumatisée. Donc c'est vraiment très désagréable. Et bon, soutien à ce... Je ne connaissais pas, mais soutien à lui. Sacha Elbaz. Soutien à toi, Sacha. Giovanni Castaldi, vous restez avec nous pour l'interview du Buzz TV.
Giovanni, vous êtes l'un des spécialistes foot de la chaîne L'Équipe. Vous intervenez dans l'Équipe du soir, on l'a dit. Vous présentez l'émission parfois et vous êtes l'envoyé spécial des Bleus désormais depuis la rentrée. Alors, faut-il entretenir des bonnes relations avec la direction pour jouer ce rôle à la perfection? C'est pour obtenir la direction, vous voulez dire des Bleus? Ah oui, ou la mienne. Non, alors la vôtre, j'imagine. Oui. J'imagine, mais la direction des Bleus, Didier Deschamps. Non, mais il y a forcément une relation de confiance qui s'installe parce que nous, on est en partie diffuseur de l'équipe de France. Donc, quand on est diffuseur, on est aussi partenaire. Ouais. Donc, le rôle est différent de ce qu'on peut faire au quotidien sur l'équipe du soir où c'est vraiment une émission de débat. Là, le but, c'est d'installer une relation de confiance avec le sélectionneur que je vais souvent avoir en interview. Donc, le travail change. Mais c'est passionnant parce qu'on peut construire dans les limites du raisonnable, parce que c'est quand même une relation de travail, mais une vraie relation humaine. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que vu qu'on crée un lien, eh ben, on n'obtient pas les mêmes choses qu'en conférence de presse, donc c'est plutôt agréable et confortable comme travail. Et justement, comment vous qualifieriez le rapport qui vous unit à Didier Deschamps? C'est un rapport très professionnel, ou bien parfois, il peut arriver que vous alliez boire un verre ensemble? Ah non, pas du tout. Des informations. Pas du tout. Non, mais là, en plus on est au début, mais bon, Didier Deschamps, c'est un immense professionnel, donc c'est agréable et facile de travailler avec lui. Et c'est marrant parce que mon prédécesseur Bertrand Latour, qui l'a côtoyé pendant longtemps, voilà, à la fin. S'il vous apprécie, qu'il vous respecte, il peut vraiment donner des choses. Donc c'est intéressant, il livre son point de vue, même quand ça va pas, il est capable de donner une analyse juste et lucide et honnête. Donc c'est pas quelqu'un qui est fermé, mais il faut le convaincre aussi en essayant d'être le plus professionnel et le plus juste. Didier Deschamps, il respecte les gens qui bossent, qui regardent tous les matchs, qui s'intéressent vraiment. Donc voilà, si on a son approbation, il y a une forme de récompense. Bon. Et alors nous sommes à 20 jours de la cérémonie du Ballon d'Or. Oui. Ça, c'est un grand événement. Et effectivement, 30 joueurs sont en compétition. Qui sont les grands favoris, Giovanni? Il y en a deux qui jouent au Real Madrid, Jude Bellingham et Vinicius Junior, le Brésilien et l'Anglais. Il y a aussi Rodri, bon, là, même si c'est blessé, l'Espagnol de Manchester City, parce qu'ils ont gagné l'Euro. Les Espagnols, c'est les trois grands favoris. Pas de Kylian Mbappé. Il est où? Vous nous parlez pas de Kylian là. Parce que Kylian, il n'a pas fait un bon Euro, qu'ils se sont arrêtés en demi-finale et que avec le Paris Saint-Germain aussi, il aurait pu potentiellement remporter la rencontre, mais ils ont perdu en demi-finale face à Dortmund. Donc voilà, c'était pas la meilleure saison de Kylian Mbappé dans le contenu et il n'a pas remporté de titre majeur. Donc voilà. Et vous avez compris d'ailleurs sa décision de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid? C'était son rêve de gosse. Moi, je pense qu'il l'a fait 2 ans trop tard, que cette prolongation de contrat, elle n'a ni servi le Paris Saint-Germain, ça ne l'a pas servi non plus. On l'a encore vu là récemment, il est revenu avec le Real Madrid, à Lille, il a été conspué. Donc, franchement, il y a un climat de défiance en France autour de Kylian Mbappé. C'est dommage, ça veut dire qu'il a lui aussi commis des fautes dans l'image qu'il a envoyée dans sa communication. Et la manière dont ça s'est terminé aussi avec la direction. Vous l'avez regretté, ça? Les échanges quand même plus que tendus avec Nasser? Je trouve que ça soit le PSG ou Kylian Mbappé, les deux ont fait n'importe quoi. Voilà, cette prolongation de contrat, hormis sur l'aspect financier, elle avait très peu de sens. Et le Paris Saint-Germain et Mbappé ont perdu leur temps. Et l'un des grands absents aussi du Ballon d'Or, c'est Lionel Messi. D'ailleurs, les 4 derniers vainqueurs n'y figurent pas. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Modric. Comment vous expliquez ça? C'est l'âge, tout le monde vieillit, vous savez. C'est normal. Non, mais c'est la fin d'une époque. Cristiano Ronaldo aussi. Bon, Lionel Messi maintenant il joue en MLS. Il a remporté le dernier Ballon d'Or parce qu'il a été champion du monde évidemment avec l'Argentine. Là, il y a moins de trophées, donc bon, c'est la suite logique des choses. MLS, c'est le championnat américain, c'est ça? Exactement. Il joue à Miami. Donc non, là c'est. C'est pas une surprise là. Non, c'est pas une surprise. Benzema maintenant il est en Arabie Saoudite. Luka Modric il est remplaçant au Real Madrid. Donc non, là c'est logique. Critère sportif. Il y a quelques semaines, Didier Roustan, célèbre journaliste, nous a quittés. Il intervenait dans l'équipe du soir. C'était le président à vie de l'émission et il le restera d'ailleurs. Comment avez-vous réagi en apprenant sa disparition? Il y a évidemment beaucoup de tristesse. Il y a aussi les circonstances où c'est
arrivé assez rapidement parce qu'il était avec nous pendant l'Euro. Donc on n'était pas, très peu de personnes étaient informées de sa maladie. Donc il y a d'abord eu la surprise, puis évidemment de la peine parce qu'il était très jeune, Didier. 66 ans. Ouais, exactement. Oui, c'était brutal. C'était assez brutal et. Alors moi, j'étais pas un intime de Didier Roustan, mais j'ai évidemment énormément de respect pour la carrière qu'il a eue. Il était très proche de mon ex-compagne Karine Galli, donc voilà, ça m'a fait de la peine parce que c'est quelqu'un qui s'entendait très très bien Karine, donc ça m'a touché par rapport à ça et ça m'a touché aussi pour m'aimer Olivier Ménard qui travaillait des années avec lui et donc quand on perd un chroniqueur aussi emblématique avec qui on a forcément des liens humains, c'est toujours difficile. Et il y a eu une très belle émission hommage au lendemain de sa disparition. Alors hier nous recevions Denitsa Ikonomova sur ce plateau, danseuse, chorégraphe, comédienne, animatrice. Elle avait une question à vous poser, Giovanni, on regarde tout de suite. De gauche. Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé des JO, l'organisation, les équipes, la France, voilà. Bonne question de bonne question. Est-ce que vous êtes resté à Paris ou comme la plupart des Parisiens, vous avez fui la capitale? Alors, j'ai fui, mais pour deux raisons. La première, c'est que je sortais de l'Euro et c'était mes vacances, donc voilà, je suis parti en Bretagne. Et la deuxième, c'est que je pensais que ça allait être catastrophique, je vais être honnête. Comme tout le monde. Voilà, je suis vraiment pas un grand fan de Madame Hidalgo, je m'en cache pas, je trouve que ce qu'elle fait à Paris, c'est désastreux, donc j'étais inquiet. Mais j'ai beaucoup d'amis et de confrères qui étaient à Paris et qui ont dit que c'était tout simplement fabuleux. Donc quand on se plante, il faut savoir rendre hommage. Donc vraiment un grand bravo au comité d'organisation des Jeux Olympiques et à la ville de Paris, parce qu'il paraît que c'était époustouflant au quotidien. C'est rare d'avoir des gens sympas à Paris, donc réussir à faire ça. Parce qu'il n'y a plus de Parisiens en réalité. Non, ils sont revenus. Non, mais honnêtement. Il y a beaucoup d'étrangers, je vous assure, on y était, nous. Voilà, et même là sur le côté sportif, d'un point de vue des médailles, ça a été fabuleux, donc un grand coup de chapeau. Moi, ce que j'espère, puisque la France, à mon sens, n'est pas toujours un grand pays de sport, j'aimerais que cet élan-là se perdure et qu'on ait beaucoup plus la culture sportive, notamment auprès des jeunes, dans l'éducation, parce que c'est essentiel et malheureusement, en France, ça manque. Mais est-ce que c'est malgré tout frustrant pour le journaliste de sport que vous êtes de ne pas avoir couvert cet événement qui, c'est vrai, n'a pas grand-chose à voir avec le foot, même s'il y a du foot aux Jeux Olympiques. Mais médaille d'argent. Voilà, en plus, c'est vrai, vous avez raison. Exactement. Mais est-ce que c'était pas frustrant quelque part de ne pas avoir été dans cette fête? Non, ça serait hypocrite de dire ça parce que c'est pas. J'adore le sport, mais là c'était pas ma matière première. Il y a plein d'autres journalistes qui suivent tous ces sports, voilà, et ils devaient être ils ont suivi ça de manière très effervescente. Donc non, j'ai pas de regret particulier. Si je rate la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, là je serais dégoûté. On va parler d'une grande actualité pour vous, Giovanni. En 2025, vous jouerez dans un film 4-0 de Fabien Antoniente. Ah bah si. Vous m'avez fait peur. Ah bah, c'est une actualité. C'est un tout petit rôle, vous m'avez fait peur. J'ai été pris dans un film, je suis pas au courant. Fabien Antoniente qui a fait Camping, pour ceux qui l'auraient oublié. C'est un film de grand public, faut préciser quand même. Il y a un beau casting, Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty. Quel rôle vous jouerez? Mon rôle, modestement. C'est déjà pas mal. Non mais parce que Fabien est un grand fan de la chaîne L'Équipe, donc il y a plusieurs personnes qui ont joué des rôles, mais voilà, j'ai eu 3 jours de tournage, c'était très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et non, ça va être sympa. Puis moi j'adorais 3-0, le premier film qu'il avait fait, c'est un film de mon enfance, donc ça va être sympa la suite. Et vous n'avez pas envie de réitérer l'expérience en tant qu'acteur, mais cette fois-ci dans un autre rôle, parce que c'est vrai qu'on va le rappeler, Castaldi c'est quand même une famille de professionnels du 7e art, n'est-ce pas? Avant de faire du journalisme, j'ai fait 3 ans d'école d'art dramatique, j'ai fait du théâtre, c'est une de mes passions. Honnêtement, pourquoi pas? Moi, je m'interdis rien. S'il y a des gens qui ont envie de m'essayer dans ce rôle-là, ça sera avec grand plaisir. Bon, après, je suis quand même très investi dans ma carrière de journaliste et j'aimerais plutôt animer une émission plutôt que d'être acteur, mais pourquoi pas? Faut jamais dire jamais. Et alors, le 1er octobre dernier, vous fêtiez les 80 ans de votre père, Jean-Pierre Castaldi. Vous avez d'ailleurs posté une jolie photo sur Instagram à ce moment-là. Non, pas celle-là. Oui, je disais, j'avais mis ma mère, je la reconnais pas à droite. Là. Regarde, c'est pas son anniversaire. Ça y est. Je sais pas qui a choisi cette photo, mais bon. Bon, c'est moi, Sarah, voilà, je peux être coupable, c'est moi qui l'ai mis ça. Quelle relation vous entretenez avec votre père? C'est une relation, forcément, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mon papa. 80 ans, bon, c'est... voilà, en plus, on est dans une période où mon père, malheureusement, a perdu pas mal d'amis à lui, beaucoup
beaucoup plus jeune, donc c'est un anniversaire important. Et puis moi, je suis très fier de mon père, il continue de vivre de sa passion, il est tout le temps en tournée au théâtre, voilà, donc non, super relation, beaucoup de respect pour papa. Et alors, il y a quelques jours, nous recevions votre frère, Benjamin Castaldi. Et regardez ce qu'il nous disait à votre sujet. Giovanni, mon frère, il a énormément de talent. Oui, c'est vrai. Je pense qu'un jour il viendra à l'animation. Mais j'adore mon frère. Il a beaucoup de talent et je pense qu'il va bifurquer très vite. Vous êtes assez proche de lui, oui. On se téléphone. D'ailleurs, il bosse comme un chien. Il a vraiment un emploi du temps de ministre. Et moi, je bosse pas mal non plus, donc c'est compliqué de se coordonner. Mais c'est un bon gars, mon frère. Je l'adore. Oh, c'est mignon, Ouais, ça, c'est très gentil. franchement. Mais... Et alors, il paraît qu'on vous confond. On vous appelle Benjamin et lui, inversement, on l'appelle Giovanni. Non, jamais, on l'appelle jamais Giovanni. Non, pour le coup, je suis pas connu. Votre père, donc... surtout, c'est Jean-Pierre Castaldi. Votre papa vous confond et vous, on vous appelle Benjamin, il tout paraît. le temps. Au bord des stades, allez, 30% des gens, Benjamin. Bon, voilà. Bon, après, ça m'étonne pas. Honnêtement, mon frère, il est très, très populaire et il n'y a aucun souci. Moi, ça me Et vous flatte. ressemblez aussi physiquement. Vous auriez pu jouer son rôle dans Culte, la série qui arrive sur On me l'a pas proposé. Voilà, on me l'a pas proposé. C'est dommage. C'est l'un de ses fils qui avait postulé justement, c'est ce qu'il nous expliquait, pour pouvoir interpréter le rôle de son père. Et c'est comme ça qu'il a. Oui. Alors il me semble, oui. Ouais, C'est comme ça qu'il a découvert le script et il s'est rendu compte qu'il jouait effectivement un personnage qui n'était pas très intelligent, quoi. C'est ce qui nous a convaincu. Pourtant, Benjamin est brillant dans la vie. C'est une erreur. Ça. Alors on va parler un peu de votre vie aussi, Giovanni, puisqu'en avril dernier, vous annonciez votre séparation avec la journaliste Karine Galli après 4 ans de relation. Oui. Vous êtes resté en bon terme. C'est vrai que vous côtoyez forcément dans la sphère professionnelle. Elle fait partie de la même émission que vous, quand même. Très bon terme. J'ai évidemment beaucoup de respect pour Karine. Il y a un respect professionnel qui est immense. On a vécu une très belle histoire durant 4 ans. Non, il n'y a pas de... Pas trop dur de croiser son ex à la machine à Pas café. du tout quand on s'entend bien, honnêtement. Non, mais Karine est une personne vraiment merveilleuse, fabuleuse. Donc non, il n'y a aucun souci. Pas de café, donc pas de machine à café. Vous êtes tranquille. On boit du café tous les deux, si, mais bon, il n'y a pas de machine à café à la chaîne Vous L'équipe. partagez la garde du chien, Dodu. Exactement. C'est exact, ça. Exactement. Bon, on a enquêté, vous savez. C'est grande enquête. Et alors, un mois après que vous avez annoncé vos fiançailles avec une certaine Charlotte. Exactement. Pour quand est le mariage? Déjà, félicitations. Merci beaucoup, Giovanni. c'est gentil. Voilà, on vous voit tous les deux. Vous êtes un très joli couple. C'est gentil. Pour quand est prévu le mariage? Juillet 2025, à Noirmoutier. Voilà. Ça tombe bien, on sera là. Avec plaisir. Avec plaisir. On a bon appétit. Alors, comment vous êtes rencontrés, si c'est pas indiscret? Alors, en fait, on s'est rencontrés. En fait, son papa travaille à RTL. Et moi, j'ai été à RTL avant d'être à la chaîne L'équipe. Et donc, on se connaissait comme ça, mais sans trop se connaître. Et puis, bon, après, l'histoire de la vie a fait qu'on s'est recroisés quand je me suis séparé de Karine. Et puis voilà. Et quel rôle joue-t-elle dans votre vie? Est-ce qu'elle a de bons conseils, notamment lorsque vous passez à la télévision? Est-ce qu'elle a un regard très sévère sur vos prestations? Ou bien elle ne regarde pas spécialement parce honnêtement, elle regarde pas tant que ça. Donc non, elle n'a pas de rôle particulier. Après... Karine avait un rôle différent parce qu'on avait la passion commune du foot. Boulot tout le temps. Non, mais je veux dire, Charlotte évidemment me dit, là je t'ai trouvé en forme, etc. En fait, elle juge plus dans quel état je rentre, si j'ai fait une bonne ou une mauvaise émission, si je suis de mauvaise humeur ou s'il y a des choses qui m'ont agacé, etc. Après, elle regarde pas trop, non, honnêtement. Et elle travaille pas dans ce milieu-là. Elle a bossé dans le sport, donc c'est une passionnée de sport. Donc voilà, c'est agréable d'échanger avec elle, mais disons qu'elle n'est pas investie au quotidien dans ma profession, quoi. Elle s'occupe d'elle, elle a bien raison. Et ça vous arrive parfois de rentrer chez vous, d'être de mauvaise humeur parce que vous avez fait une mauvaise émission? Vous êtes très exigeant avec vous-même? Honnêtement, oui, pour le coup, mais ça, c'est beaucoup Benjamin et mon père, où moi je suis extrêmement sévère. Quand il y a même un petit truc que je rate, ça va m'agacer profondément. Donc oui, ça m'arrive très souvent d'être de mauvaise humeur. Vous êtes frustré après les enregistrements? Je déteste rater des choses. J'en rate beaucoup, malheureusement. Mais même si avec le temps on progresse, mais oui, je suis perfectionniste. Et on l'a dit, vous venez d'une grande famille. Est-ce que vous avez envie de fonder la vôtre, Giovanni? Dis-donc. Vous avez envie d'enfant? Écoutez, c'est le moment. Jean-Pierre Castaldi, il est là. Oui, bien sûr, je veux des enfants, bien évidemment. Bon, on vous garde quelques instants avec encore, plaisir. Giovanni, pour notre dernière rubrique, au suivant.
Demain, nous recevrons l'animateur Patrick Sabatier, qui est une figure incontournable du petit écran depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, tout d'abord, Giovanni ? Évidemment, une partie de mon enfance. Voilà, bon, c'est des programmes. J'étais plus jeune, mais voilà, c'est un visage. Vous êtes un enfant de la télé ? Vous regardiez la télé, Giovanni ? Peu, je regardais beaucoup plus de films, j'étais très théâtre et la télé en fait c'est venu quand Benjamin a fait le Loft. Où, vous avez eu le droit de regarder le Loft ? Voilà, j'ai été un peu obligé. Mais j'ai beaucoup regardé la Nouvelle Star, j'adorais quand ils faisaient la Nouvelle Star, donc voilà, je me suis mis à la télé un petit peu plus tard. Et comment vous avez vécu cette effervescence autour du Loft à l'époque, puisque c'était vraiment le moment où la télé-réalité arrivait en France, vous en tant que frère de l'animateur principal. Vous avez quel âge là ? 10 ans ? C'était... 11 ans, exactement 10-11 ans. J'ai pas très bien vécu parce que il y a beaucoup de parents d'élèves et genre qui à la sortie de l'école me disaient c'est une honte le programme de votre frère, etc. C'est l'image que ça avait. Non mais honnêtement les gens étaient extrêmement véhéments, même parfois le regard de certains professeurs il y avait beaucoup de jugements. Ça allait parce que le climat était sain, parce que mon père sortait du film Astérix où là c'était un gros succès populaire, donc j'avais les deux. Exactement, mais non, Benji ça a été hyper mal reçu, mais après ça s'est calmé, donc ouais, mais sur le moment c'était pas terrible. Si vous avez une question pour Patrick Sabatier, c'est maintenant, Giovanni, la caméra de gauche, ici. Alors, durant votre grande carrière, quel est l'animateur le plus fou que vous ayez croisé, celui avec lequel vous avez eu le plus de difficultés à travailler ? Oh, très bonne question. On n'aurait pas osé lui poser. Merci Giovanni. Merci beaucoup, vous nous rendez service. Avec plaisir. Merci Giovanni. Merci à vous. Je rappelle que l'on vous retrouve sur la chaîne L'Équipe pour parler foot PSG, puis l'équipe de France, bien sûr. On vous suivra, le Ballon d'Or. Enfin, il y a multiples beaucoup de choses sur la chaîne cette année. Et puis 4-0, le film, on ira vous voir. Ah oui. Merci Damien, le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée.